Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La philosophie en commun. Collection dirigée par Stéphane Doyer, Jacques Poulain, Patrice Vermeyren. Nourri trop exclusivement par la vie solitaire de la pensée, l'exercice de la réflexion a souvent voué les philosophes à un individualisme forcené, renforcé par le culte de l'écriture. Les querelles engendrées par l'adulation de l'originalité y ont trop aisément supplanté tout débat politique théorique. Notre siècle a découvert l'enracinement de la pensée dans le langage. S'invalidait, et tombait du même coup en désuétude cet étrange usage du jugement où le désir de tout soumettre à la critique du vrai y soustrayait royalement ses propres résultats. Condamnées également à l'éclatement, les diverses traditions philosophiques se voyaient contraintes de franchir les frontières de langue et de culture qui les enserraient encore. La crise des fondements scientifiques, la falsification des divers régimes politiques, la neutralisation des sciences humaines et l'explosion technologique ont fait apparaître de leur côté leur faillite, induisant à reporter leurs espoirs sur la philosophie, autorisant à attendre du partage critique de la vérité jusqu'à la satisfaction des exigences sociales de justice et de liberté. Le débat critique se reconnaissait être une forme de vie. Ce bouleversement en profondeur de la culture a ramené les philosophes à la pratique orale de l'argumentation, faisant surgir des institutions comme l'école de Korčula, Yougoslavie, le Collège de philosophie, Paris, ou l'Institut de philosophie, Madrid. L'objectif de cette collection est de rendre accessibles les fruits de ce partage en commun, du jugement de vérité. Il est d'affronter et de surmonter ce qui, dans la crise de civilisation que nous vivons tous, dérive de la dénégation et du refoulement de ce partage du jugement. Dernière parution. Daniel Frenkel, L'eugénisme social 2018. Emiliano Sfara, Georges Canguilhem. Essai sur une philosophie de l'action, 2018. Juan José Martinez Holguín, Politique de l'écriture, 2018. Manuel Cerveramazal et Nicolas Poirier, Dire, désir d'utopie. Politique et émancipation avec Miguel Abensour, 2018. Eleonora Camellli, Hegel et le signe d'Abraham. La confrontation avec la figure d'Israël, 1798 à 1807, 2018. Monica Loyola Stival, Politique et morale chez Foucault. Entre la critique et le nominalisme, 2017. Dédicace à la mémoire de Julio Amaya. Introduction. Depuis que les sciences sociales ont commencé à théoriser la mémoire comme un concept important pour la constitution des groupes et qu'on a redécouvert l'œuvre de Maurice Halbwachs, pour qui le passé et les processus mémoriaux sont une œuvre collective, fruit des dynamiques politiques et culturelles, la mémoire n'est plus pensée comme un simple phénomène individuel de conservation de souvenirs et de remémoration des expériences passées, mais comme un phénomène ancré dans la collectivité ayant une importance et une rélevance politique. Autrement dit, la mémoire se révèle aussi bien comme une stratégie possible de résistance face aux occultations et manipulations politiques, que comme une base pour la construction et l'établissement de groupes. Elle est à la fois l'espace de manifestation des ruptures et des traumas et le domaine d'intervention pour un essai de palliation ou de réparation étatique du tort. Elle devient ainsi un objet d'intervention politique. Elle est l'étendard des organisations des droits de l'homme qui exigent vérité et justice, et l'objet des politiques de mémoire étatique qui cherchent à gérer, rendre public et répandre des récits sur le passé. Pourquoi dédier un nouveau livre à l'étude de la mémoire en politique ? Tout d'abord, en raison de l'accent récemment mis sur les politiques de mémoire en Argentine sous les présidences Kirchner et Fernandez, où elles ont été associées à la construction d'un projet politique. Compte tenu de la popularité rapide connue par ce mouvement, pourtant arrivé au pouvoir avec une très faible marge de soutien après l'élection présidentielle de 2003, je pense qu'il est important d'étudier le rôle que les politiques de mémoire ont joué dans ce phénomène. Deuxièmement, en raison de la perte de cette importance à l'heure actuelle, sous le gouvernement de Mauricio Macri, où la mémoire, en particulier de la dictature, a perdu sa place dans les discours et les projets soutenus par le pouvoir exécutif. En fait, au contraire,
si le kirchnerisme avait pris en charge la construction d'un récit officiel sur le passé récent et l'établissement de cadres pour l'indicible, par exemple, en mettant fin à la fonction de la théorie des deux démons comme cadre de compréhension officielle de la violence dictatoriale, sous l'administration de Macri, ces discours sont à nouveau considérés comme valables ou possibles dans la sphère publique, notamment dans les éditoriaux de certains journaux traditionnels à grand tirage. Ce qui arrive dans le domaine de la mémoire se reflète dans la sphère judiciaire. Si, au cours des années 2000, il y a eu une réouverture des procès contre les crimes commis sous la dictature par des représentants de l'État, à la fin de cette décennie, la sphère judiciaire semble se contracter et les peines pour les coupables sont allégées. Ainsi, au début de l'année 2018, Miguel Echecolatz et d'autres accusés de crimes contre l'humanité se voient accorder le bénéfice de la détention domiciliaire, malgré le fort rejet d'une grande partie de la population, qui interprète cette mesure comme un moyen d'assurer l'impunité. A fortiori, parce que les politiques de mémoire de ces 2 dernières décennies en Argentine constituent, pour d'autres pays, un modèle se différenciant d'autres types d'interventions étatiques qui ont cherché à gérer les crimes commis par l'État dans le passé. Ni dans le cas chilien, ni dans le cas uruguayen ou sud-africain, les politiques de mémoire n'ont été autant liées à l'établissement de procès contre les oppresseurs. Tout cela, et le fait que dans la grande majorité des cas des crimes d'État, au niveau mondial, la décision est prise d'agir sur les conséquences du passé à partir de la mémoire, soulève la question la plus saillante du livre, qui cherche à expliquer pourquoi les politiques de mémoire sont actuellement la réponse privilégiée des États. Se poser cette question implique de s'interroger, tout d'abord, sur les effets des politiques de mémoire, leur mode de fonctionnement et les manières dont les différents acteurs politiques interagissent dans une politique de mémoire. Ce qui signifie que dans cette perspective, les politiques de mémoire sont étudiées comme des pratiques étatiques qui répondent à des jeux stratégiques et à des configurations de pouvoir spécifiques, mais qui produisent aussi un cadre d'intelligibilité et de discours faisant référence au passé et aux façons de penser de la communauté. En analysant cette production de politiques de mémoire, nous pouvons, dans cette perspective, proposer une explication de sa montée en puissance actuelle. En second lieu, cette question implique également la prise en compte de la notion de politique de mémoire en soi et plus précisément, la remise en question de l'objet mémoire des politiques de mémoire. En d'autres termes, pour expliquer l'importance actuellement accordée aux politiques de mémoire, il faut aussi expliquer cette mémoire et analyser les formes dans lesquelles elle apparaît comme un phénomène, où elle est conceptualisée comme objet d'étude, où elle devient l'objet, énoncé au singulier, des politiques de l'État. Enfin, tenter de répondre à la question de l'importance actuelle des politiques de mémoire, c'est aussi poser des questions sur les autres options qui sont laissées de côté ou auxquelles on accorde moins d'importance, mais qui impliquent aussi des récits et des actions sur le passé comme la justice ou l'histoire. D'autre part, la comparaison entre les différentes politiques de mémoire qui ont été employées dans le cône sud de l'Amérique latine après les dictatures de la fin du XXe siècle soulève une autre question, celle de la rhétorique utilisée dans différents discours et actions étatiques qui thématisent la mémoire et ses effets. Si à partir d'Alpbach et des contributions des sciences sociales, nous considérons que la mémoire a une importance pour la constitution des groupes, nous pouvons, en allant encore plus loin, proposer l'idée que les politiques de mémoire cherchent alors à postuler des manières de penser et d'expérimenter la communauté. Or, quel type de communauté est postulé dans les politiques de mémoire dont la rhétorique est ancrée dans la notion du consensus, comme c'est le cas au Chili ? Quel genre de réflexion sur la politique émerge de cette rhétorique, et des actions de l'État qui en découlent ? Quelle communauté cherche-t-on à fonder sur les notions de réconciliation et de pardon ? La philosophie française actuelle conceptualise généralement la politique comme fondée sur le désaccord, le dissensus, la polémique. Pourrions-nous dire que l'établissement de politiques de mémoire n'ayant pas pour horizon d'imposer ou de promouvoir un consensus basé sur la réconciliation et le pardon, ouvrirait l'espace à une forme d'expérience politique de la communauté à partir du désaccord ? Quelle est la place que le dissensus occupe, ou pourrait occuper dans la conception des politiques étatiques de mémoire ? Que signifie penser une communauté à partir de la notion de dissensus ? Cette série de questions s'articule en 4 chapitres. Le premier présente une introduction au problème et établit les cadres dans lesquels l'analyse est effectuée. Dans un premier temps,
on étudie le contexte historique et la méthodologie employée par les dictatures du cône sud de l'Amérique latine, et on postule les perspectives à partir desquelles les événements qui se sont produits seront compris. L'existence d'un plan régional pour la persécution et l'assassinat des opposants politiques, le plan Condor, et la mise en œuvre de la théorie de la guerre contre-révolutionnaire pour démanteler les résistances révolutionnaires régionales. Les pays choisis pour l'analyse ont été spécifiquement le Chili et l'Argentine en raison d'un intérêt personnel, penser le kirchnerisme et les politiques de mémoire en Argentine et pour une question de contraste. Dans cette analyse, nous arrivons à la même conclusion qu'Antonia Garcia Castro. La répression, la disparition et la torture peuvent être considérées comme un instrument de gouvernement employé par les dictatures de façon systématique, afin d'articuler une politique apolitique, c'est-à-dire l'effacement de la pensée politique et du conflit dans l'espace public, parce que ce conflit menace, selon la dictature, l'unité, conçue comme identité, même accent aigu qu'elle cherche à imposer. Après avoir exposé l'histoire de la violence en Argentine et au Chili, on fait un résumé des actions et des discours étatiques sur la mémoire dans les deux pays, pour voir comment y a été construite une forme de compréhension du passé. Le deuxième chapitre s'interroge sur la mémoire qui est l'objet de ces politiques. Pour ce faire, on suit la perspective de Marie-Claire Lavabre et on étudie la mémoire à la fois comme un phénomène réel, c'est-à-dire en tant que phénomène répondant à une expérience vécue, et comme un objet théorique construit par les discours des sciences sociales et humaines. En tant que phénomène, dans ce chapitre on analyse les mémoires des différents acteurs politiques en Argentine et au Chili. Les militants persécutés ou disparus dans les deux dictatures, leurs familles et leurs enfants. L'intérêt est d'évaluer leur rapport à la mémoire et les types de discours que ces collectifs ont fait à son sujet, et la manière dont, à partir du discours médical ou du pouvoir exécutif, on a théorisé cette relation, par exemple à partir de la notion de trauma ou du manque d'un deuil. En ce qui concerne la mémoire comme notion théorique, tout d'abord, nous essayons de dater, en suivant les analyses d'Enzo Traverso, le moment où la mémoire est devenue un élément d'intérêt théorique et politique. Ensuite, nous analysons les théories sur la mémoire des principaux auteurs de la tradition européenne, Albvax et Pollack, Nora Ricker, et de deux sociologues argentins qui travaillent le sujet de la mémoire en politique, Emilio Krenzel et Elisabeth Gelin. À l'issue de ce parcours, nous proposons une définition opérationnelle de la mémoire qui sert pour avancer dans la réflexion sur les politiques de mémoire dans les chapitres suivants. Ayant fait cette analyse conceptuelle, dans le troisième chapitre, on aborde plus directement les questions que nous avons posées au début de cette introduction. Ce chapitre est organisé en deux parties. La première, qui s'intitule « Association de famille, État, communauté », propose une lecture des effets des politiques de mémoire à travers une analyse de son fonctionnement par rapport aux différents acteurs politiques et à l'État. Pour articuler cette lecture, dans ce chapitre, on propose de penser les politiques de mémoire en tant que technique de gouvernement. En ce qui concerne la partie consacrée aux associations de familles de victimes, nous commençons par proposer de penser la mémoire comme un instrument de lutte contre l'impunité. En ce sens, il s'opère un mouvement dans les familles et les victimes, d'une mémoire subie à une mémoire exercée dans la lutte pour obtenir justice. Cette mémoire qui ne laisse pas passer le passé est une mémoire conflictuelle. En analysant la place que les politiques de mémoire donnent à ces mémoires, et la façon dont elles reconfigurent les discours sur le passé, la conclusion à laquelle on arrive est que les politiques de mémoire ont historiquement constitué, au Chili et en Argentine, une réponse à l'interpellation des familles. Dans cette réponse, on a formalisé le lieu et les formes d'expression de ces acteurs politiques. Cela a impliqué au Chili de nier le rôle politique des familles. Elles ont été réduites à occuper la place de victimes. En Argentine, par contre, le lien au pouvoir étatique a canalisé les demandes des associations au point de rendre informulables les discours plus subversifs ou révolutionnaires. Le potentiel subversif des discours de famille a été reconduit ainsi, pour légitimer le pouvoir étatique et la démocratie représentative. Dans la deuxième sous-partie de la première partie du troisième chapitre, qui concerne l'État, nous étudions les raisons pour lesquelles dans les démocraties de transition, on a choisi de ne pas faire justice et au lieu de cela, on a proposé différentes stratégies de réparation, symboliques ou économiques.
La conclusion à laquelle l'on aboutit, en analysant le cas chilien, signale que les États de transition cherchent à en finir avec la violence et qu'ils découvrent dans la mise en scène du dissensus, que l'on trouve dans la scène judiciaire, une menace à leur constitution en tant que pouvoir tiers. Les politiques de mémoire sont une forme de remédiation symbolique face aux défauts de justice. Tout cela montre une ressemblance entre la conception de la politique de la dictature et des États de transition. L'une et les autres partagent une rhétorique qui ignore la possibilité de l'existence de divisions à l'intérieur de la nation. En démocratie, on continue à penser l'unité depuis la notion d'identité même accent aigu. Finalement, s'agissant de la communauté, nous proposons d'analyser les politiques de mémoire à partir de la notion de représentation, que nous analysons à partir d'Hobbes, d'Ernesto Laclau et de Jacques Rancière. On peut penser les politiques de mémoire, depuis cette perspective, comme un lieu d'apparition de l'État comme représentant et comme un espace de constitution de la communauté nationale à partir de la mobilisation d'une notion d'identité. Nous analysons cette fonction des politiques de mémoire à partir des gouvernements aux traits populistes de Néstor Kirchner et Cristina Fernández. Dans ces gouvernements argentins, le populisme ouvre une place à la manifestation du dissensus et du conflit, à la différence de ce que montre le cas chilien. Pourtant, dans le cas du kirchnerisme, la dynamique de la représentation, la forme du fonctionnement de l'État et le système binaire qui semble se produire dans un système populiste fixent des limites à la manifestation du dissensus. La conclusion du 3e chapitre confirme que les politiques de mémoire constituent des techniques de gouvernement qui structurent les représentations du passé, pour encadrer l'action des mémoires, pour constituer des identités et créer un consensus. Pourtant, on conclut également en signalant que ces politiques sont des espaces gagnés face à l'oubli institutionnel qui se manifeste dans le fait de passer sous silence les effets de la dictature. Enfin, le 4e chapitre présente les conclusions et propose un changement dans la perspective de notre démarche, parce qu'il introduit une réflexion sur le rapport entre mémoire et identité. Ainsi, si le 2e chapitre traite spécifiquement de la mémoire, et le 3e de la mémoire en politique et du dissensus, ce dernier s'interroge succinctement sur la façon dont les théoriciens étudiés ont associé la mémoire à l'identité et sur la possibilité d'une compréhension de l'identité dans sa relation avec la communauté. Dans une certaine mesure, cette conclusion est une ouverture, à partir de la conception du dissensus comme condition de la politique, de la question soulevée par Elisabeth Gelin dans l'Ostrabarros de la Memoria. Qui doit donner un sens au passé ? Qui sont les acteurs autorisés à intervenir dans la construction et la formalisation des mémoires ? Autrement dit, qui est le nous disposant de la légitimité à se souvenir ? Comment conceptualiser un nous sans marginalisation, en partant des notions de mémoire et d'identité ? Cette question, qui reste ouverte parce qu'elle exigerait un travail plus étendu, revêt une importance particulière aujourd'hui, alors que les conflits et les répressions liées à la construction de la nation reviennent dans les revendications des peuples autochtones, et que l'incapacité des États chiliens et argentins à penser que les bases historiques de l'édification de la nation ont été faites à partir de l'exclusion de l'autre, le non-chilien, le non-argentin, l'ancien et actuel habitant du territoire, différent de L'. Identité criolla ou européenne considérée comme la véritable identité de l'être national, se manifeste dans la construction de nouvelles figures juridiques, comme celle du terroriste, ou dans le simple acte de violence qui identifie, réprime, tue ou disparaît. Cette violence n'est pas si différente de celle qui a été condamnée dans les dictatures des années 1970. Pour finir, il est nécessaire de revenir au titre du mémoire. Pourquoi parler d'une subversion passée sous silence, et la lier aux politiques de mémoire ? En 1988, le genre humain a publié un numéro intitulé « Politique de l'oubli ». Dans ce numéro, dans une introduction intitulée « Pour quel consensus ?», Nicole Laureau explore l'ambivalence de l'oubli, ses conditions de possibilité et ce que signifie forcer l'oubli. Elle signale que, dans les politiques d'oubli, se manifeste une volonté d'État qui fait de mauvais citoyens, de ceux qui se refusent à oublier. Cela apparaît clairement au Chili et en Argentine dans les années 1990, et que tandis que les tenants de l'oubli cherchent un consensus délivré du passé,
Ceux qui combattent l'oubli veillent à ce que les blessures restent à vif parce que les politiques de l'oubli et le consensus distrait ne leur laissent pas d'autre choix. Et si elles signalent d'un côté que sans oubli, nul individu et nulle société n'échapperait au régime de l'insomnie, d'un autre côté elles répètent les mots de Charles Malamud, la politique de l'oubli a surtout pour objectif d'imposer l'oubli de la politique. La médiation entre les deux positions, l'oubli institutionnel et une lutte pour la mémoire qui maintient les blessures ouvertes impliquerait d'après Laureau un travail de deuil qui incorpore la perte sous le signe d'une remémoration douloureuse et conflictuelle. Nicole Laureau a écrit cet article en 1988. Avec la fin des dictatures en Amérique latine, cette notion de deuil a été évoquée dans le milieu de la politique. Néanmoins, les politiques de mémoire et de réparation ont priorisé le consensus sur ce travail de deuil. Le pardon et la réconciliation sont devenus la grammaire à partir de laquelle on a projeté un avenir face au passé, et surtout on a cherché à oublier le conflit. Ce conflit réside dans la critique de la démocratie libérale faite par des projets révolutionnaires qui, malgré ses limitations, ont cherché à renverser la forme de la distribution politique. C'est une critique qui devient incontournable, parce qu'impensable, dans la sphère publique. Parler d'une subversion passée sous silence, et non oubliée, implique de souligner la volonté politique qui produit le silence. Cela permet de rappeler qu'il n'y a pas d'oubli de la part des victimes, et que si elles restent silencieuses, ce n'est qu'en réponse à l'oubli ou à la répression institutionnelle. En outre, le fait de dire que la subversion des disparus a été passée sous silence, au lieu de dire qu'elle a été oubliée, permet de demander plus clairement qui est passé sous silence, qui est responsable de cette action, pourquoi et comment s'établissent les cadres et les conditions de non-dissibilité. Et enfin, comment configurer les résistances possibles et le rôle que la mémoire joue dans cette tâche. 1. Considération préalable sur les dictatures au Chili et en Argentine. La deuxième moitié du XXe siècle a vu se produire, dans plusieurs pays d'Amérique latine, une série de coups d'État qui ont donné lieu à des dictatures soutenues par les États-Unis dans le cadre du Plan Condor. D'après ce que les archives découvertes au Paraguay en 1992 laissent comprendre, cette opération, conduite par les gouvernements dictatoriaux du Paraguay, 1954 à 1989, du Brésil, 1964 à 1985, de Bolivie, 1964 à 1982, Uruguay, 1973 à 1985, du Chili, 1973 à 1990 et d'Argentine, 1976 à 1983, consista à assurer une coordination répressive entre les dictatures à partir de l'échange d'informations assuré par une base de données, un centre d'information et de réunion. La méthodologie appliquée dans ce cadre a été développée par l'école française à partir de la théorie de la guerre contre-révolutionnaire. Théorie à la base de la doctrine de sécurité nationale enseignée par les États-Unis à l'École militaire des Amériques, où se formèrent les militaires latino-américains. Cette stratégie militaire élaborée en Indochine et en Algérie considère que les arrières, la population civile, ont une importance clé pour l'action considérée subversive. En raison de cela, la population devient la cible des opérations militaires qui cherchent à établir un quadrillage ou un découpage de la ville pour la contrôler, et qui emploient les détentions massives, la concentration des détenus de manière clandestine, la torture et la disparition comme mécanisme de combat. L'objectif est la destruction de toute résistance possible venant de la population, comme le montre la Battaglia di Algérie, la bataille d'Alger 1966, de Gillo Pontecorvo. D'après l'historienne Marie-Monique Robin, depuis les années 50, les militaires latino-américains ont été formés à l'aune de la théorie de l'école française. Sous les régimes dictatoriaux, cette doctrine a été étendue à l'échelle d'un continent et ses méthodes ont été appliquées contre la population des pays impliqués. L'objectif de l'opération Condor était, selon le rapport de la justice uruguayenne, le suivi, la surveillance, l'arrestation, l'interrogatoire au moyen de contraintes psychophysiques, les transferts entre les pays et la disparition ou la mort de personnes considérées par ces régimes comme subversives ou opposées à l'ordre établi, ou à la pensée politique ou idéologique contraire ou incompatible avec les dictatures militaires dans la région. Au prétexte d'un ennemi intérieur diffus devant être combattu,
Les militaires d'Amérique latine ont imposé des régimes qui ont fait de tout antagoniste un ennemi possible, et qui, pour cette raison, ont anéanti ou déstructuré toute opposition politique révolutionnaire ou de gauche. Des milliers de personnes furent torturées, exécutées ou disparurent, et des milliers d'autres durent s'exiler. Face aux questions des familles et amis de disparus, le gouvernement ne donnait pas d'informations sur les prisonniers, et il nie même l'existence des disparus. En Argentine, des enfants des femmes enlevées nées dans la prison furent volés puis adoptés sous une fausse identité, en général, par des familles des cercles proches des militaires, sans connaître leurs origines, tandis que leurs grands-mères continuaient à les chercher. Notre réflexion sera circonscrite aux politiques de mémoire de la dictature au Chili et en Argentine. Étant donné que ces deux pays faisaient partie d'une opération dont la méthodologie et les objectifs économiques étaient similaires, sinon communs, nous allons réaliser une lecture de la dictature au Chili et en Argentine reposant sur leurs ressemblances théoriques et géopolitiques, sans nier les différences qui existaient dans la pratique. Afin d'étudier les politiques de mémoire, il faut analyser avant tout l'objet de ces politiques et des mémoires, la dictature et la terreur dictatoriale. Notre démarche exige alors des considérations préalables, que nous allons aborder à partir de 3 questions. Une première question que nous pouvons nous poser par rapport aux dictatures est: comment est-il possible qu'une dispute politique, comme celle qui existait dans les années 60 et 70 au Chili et en Argentine, un agonisme qui avait principalement un horizon émancipateur et égalitaire et qui cherchait à l'atteindre soit dans un cadre institutionnel, soit par la voie révolutionnaire, ait donné lieu à un tel massacre? La littérature consacrée aux conditions de possibilité des dictatures propose de penser, dans la plupart des cas, que ce massacre a été issu de la disparition de la dimension politique, à laquelle s'est substituée une logique de guerre. Dans cette perspective en particulier, Claudia Hill propose que cette disparition a été due au climat de violence instauré par les actions des groupes révolutionnaires, climat qui aurait favorisé l'extermination des adversaires par le gouvernement dictatorial. Dans Usos del Pasado, Que hacemos hoy con los 70, Claudia Hill adopte une perspective arencienne et signale que la lutte des groupes révolutionnaires argentins, elle ne prend pas en compte les autres dictatures, était en réalité antipolitique, parce qu'en employant et en instrumentalisant la violence, c'est-à-dire en la considérant comme une méthode valide pour agir dans la vie publique, elle transformait la politique en violence, en éliminant ainsi l'espace du commun. D'après l'auteur, l'agir des groupes de gauche présentait une dérive totalitaire qui empêchait la pensée démocratique et banalisait les institutions politiques républicaines. Je n'aspire pas à juger la structure et les méthodes employées par les mouvements révolutionnaires des années 60 et 70, dans toute leur spécificité, ce n'est pas l'objectif de ces réflexions, et je ne pourrais ni ne voudrais pas non plus invalider la lecture faite par Hilb, tout au contraire. Des analyses critiques sur le militantisme révolutionnaire comme celle de Hilb ou de Calveiro, 2013, sont importantes pour aborder une époque qui reste encore opaque à la pensée, en raison de la complexité des panoramas politiques, des mouvements et des stratégies de résistance, aussi bien qu'à cause de la magnitude des opérations de répression instaurées dans tout le sud du continent américain. Pourtant, la perspective de Hilb me semble problématique pour comprendre la période de terreur dictatoriale depuis la perspective comparative proposée pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce que les dictatures mises en marche en Amérique latine pendant la deuxième moitié du XXe siècle faisaient partie d'un plan systématique. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'événements isolés, et alors, la question ne peut pas seulement être « Pourquoi cela s'est-il passé en Argentine ?» Bien qu'il soit nécessaire d'analyser, comme Hilb le propose, le passé de chaque pays en particulier, notre intérêt consiste à comprendre pourquoi la terreur s'est produite dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, ou si la situation politique était différente dans chacun d'eux, les parcours dictatoriaux ne furent pas si dissemblables. Ayant fait cette distinction, nous pouvons ajouter que l'application des catégories de démocratie et totalitarisme, telles que Hilb les emploie, est abstraite et ne révèle pas la complexité du contexte qui a vu les mouvements révolutionnaires agir et les coups militaires se préparer. A fortiori, le binarisme avec lequel l'auteur oppose le totalitarisme et la démocratie, avec lequel elle condamne l'un comme violent et abject et loue l'autre en tant que régime non violent souhaitable, cache, sous des considérations formelles,
toute la violence matérielle qui traversait la vie politique dans les années 60 et 70 et qui traverse encore les démocraties libérales, et qui ne consiste pas seulement en l'usage de la répression, mais aussi dans les conditions de misère assurées par elle. Acceptation actuelle de l'inégalité comme mal nécessaire. En somme, il demeure une question que nous pouvons poser sur ce que Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.